Ils sont ingénieurs, médecins, avocats, policiers, parfois trentenaires ou quarantenaires. Leur point commun, ils fument des joints. Cette France, plus pétard que Ricard, plus fumette qu'anisette, elle compose la génération H. Bonjour Alexandre Grondeau. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université de Provence, ex-Marseille. Vous êtes aussi l'auteur d'un roman, Génération H, c'est son titre, que vous publiez aux éditions La Lune sur le toit. Je vous ferai pas l'offense de vous questionner sur le choix de la lettre H. Qu'est-ce qui vous conduit en revanche à parler d'une génération ? D'abord, c'est un oubli qui est souvent le fait d'une certaine construction intellectuelle autour de la génération Y. Un constat qui fait qu'on aurait une génération un petit peu de Tanguy, d'assistés, de personnes qui sont là, qui ont 30-40 ans et qui finalement ne sont pas maîtres de leur vie. Or, moi, les expériences que j'ai eues dans ma jeunesse et jusqu'à aujourd'hui m'ont fait rencontrer des gens qui étaient exactement à l'opposé de ça, qui étaient des gens au contraire très motivés, très dynamiques, très aventuriers et pour le coup, le fait qu'ils consomment du cannabis ne changeait rien à ça, voire au contraire, c'était plutôt une quête d'hédonisme et d'épicurisme. Donc finalement, j'ai voulu parler de génération H parce que pour la première fois en France, il me semblait que le cannabis était rentré dans les mœurs, qu'il y avait une H culture qui existait et que à partir de là, il fallait peut-être se poser des questions sur le débat et les réflexions qu'on avait à l'encontre de cette jeunesse. Alors pour faire avancer ce débat, vous avez choisi une forme assez particulière, le roman finalement, pour illustrer cette génération, plus qu'une étude statistique. Pourquoi avoir choisi cette forme-là ? Mais je pense que le roman en fait est une forme de réflexion et qui touche beaucoup plus les gens qu'un essai sur le cannabis qui va pas forcément les intéresser. On connaît tous en fait les ressorts des débats, on a tous les chiffres, on a tous les oppositions, plus ou moins morales, plus ou moins orientées, plus ou moins de mauvaise foi. Et au final, je suis pas sûr qu'un nouvel essai sur le cannabis ait véritablement apporté quelque chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de raconter l'histoire d'une bande de jeunes qui ont vécu cette période du début des années 90 avec tout un tas de révolutions musicales, de filmographiques, littéraires. Je vous arrête, mais quand on pense comme ça à des jeunes qui fument des joints, on a plutôt tendance à penser mai 68, années 70. Vous les mettez plus tard ? En fait, justement, ça fait partie de l'image d'Épinal. On imagine joint, baba cool et tout ce qui va avec. Or, c'est pas du tout le cas. C'est ce que je raconte dans le livre. Il y a des jeunes qui sont crâne rasé, qui écoutent du rap, ou qui écoutent de la techno, ou qui écoutent pas du tout de musique. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la culture cannabis est rentrée dans toutes les franges de la société. Jeunes, moins jeunes, chômeurs, travailleurs, cadres, tout ce que vous voulez. Et l'histoire du roman, c'est la description de cette génération quand elle a 17 ans, qui arrive dans un road trip musical, décalé et hachiché à réaliser des expériences de vie jouissives, exceptionnelles, extraordinaires. Mais alors ça veut dire quoi, que sans drogue on peut pas vivre d'expérience ? Non, ça veut dire qu'en fait le plaisir et les excès font partie de la jeunesse. Et commencer à expliquer que dans une société morale, il faut surtout pas ne pas faire de sport parce que sinon on va devenir obèse, qu'il ne faut pas fumer ni boire parce que sinon on va avoir un cancer, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour parce que sinon on va avoir des problèmes également. Donc voilà, on est dans une société complètement anxiogène et en fait on oublie que l'ivresse, la découverte des sens, la jouissance font partie de chaque réalisation de personnalité et font partie de l'épanouissement des gens. Et en fait ces jeunes-là sont juste des gens normaux et ordinaires qui parcourent la France en faisant tout un tas d'expériences et notamment cannabiques. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de tomber dans le cliché du fumeur en cool en oubliant certaines trajectoires pas toujours aussi souriantes ? En fait, là encore, c'est une idée reçue parce que moi, je veux bien qu'on parle d'histoires pas toujours souriantes, mais en fait, il faudrait donner les chiffres, il faudrait dire de quoi on parle. Moi, je suis universitaire, donc en fait, j'essaie quand même d'avoir des éléments concrets pour comprendre ce dont on parle. Moi, je raconte l'histoire de jeunes qui sont entre autres des fumeurs, mais qui n'ont pas que ça, ils ont d'autres hobbies dans la vie. Et pour moi, en fait, le poncif, c'est plutôt de dire, voilà, quelqu'un qui fume, il va pas être très dynamique, ou alors fumer quand on est jeune, c'est très dangereux. Je dis pas le contraire. Je dis juste qu'en fait, on oublie qu'en fait, après 18 ans, on est majeur, on a le droit d'aller en prison, on a le droit de voter aussi. Et donc, ces gens-là qui sont totalement insérés dans la société, qui votent, qui participent à la construction de l'effort national, qui ne partent pas en Russie, par ailleurs, quand il y a des problèmes, ces gens-là, en fait, le soir, ils fument un petit joint en
rentrant du boulot. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent dans une situation difficile parce que ils sont confrontés et à la violence du fait pour trouver du hashish et également au fait d'être confrontés à rencontrer des dealers, parce qu'ils n'ont pas du tout envie, quoi. Alors Alexandre Grondeau, ces Français dont vous parlez, j'imagine, et qui veulent fumer en toute liberté, il y en a un certain nombre. Selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, l'OFDT, on est aux environs des 500 000 fumeurs quotidiens, un peu plus d'1 million pour les fumeurs, des consommateurs réguliers. Parmi eux, des cultivateurs, on estime entre 100 et 200 000, ceux qui font pousser leurs propres produits, s'affranchir des réseaux mafieux, cultiver en sortant de l'illégalité. C'est l'objectif notamment du mouvement des Cannabis Social Club, dont le porte-parole Dominique Brock a été interpellé il y a 10 jours pour usage et détention de stupéfiants. Ça ne l'empêchera pas, semble-t-il, de déposer officiellement cet après-midi son statut d'association à Tours. D'autres clubs pourraient suivre le pas, même si certains hésitent. Exemple, dans le Pas-de-Calais où s'est rendu Gaël Joly. Il y a 2 plantes, le système pour les bouturettes. Ça va être des petites plantes en fait. Dans cette petite cabane au fond d'un jardin, ils sont 3 à cultiver, à partager leur récolte à la fin du mois. C'est une association, on se regroupe pour cultiver. Mais on ne la vend pas. Non, jamais. Jamais. Moi, ce que je fais, c'est purement naturel, et puis chez d'où ça vient. Sauf que ces derniers jours, l'ambiance est tendue. Tous ne sont pas d'accord pour aller se déclarer en préfecture, car les risques sont gros. 20 ans de prison et 750 000 € d'amende. Nous, on hésite. Enfin, moi, je suis pour, mais c'est parce que dans mon nouveau Cannabis Social Club, j'ai 2 membres hésitants, donc on hésite. Comment vont réagir les autorités? Voilà, ils veulent pas être emmerdés, les mecs, quoi. Ils sont comme moi, sauf que ils veulent pas prendre le risque. Moi, je pense à mon fils, j'ai pas envie que mon fils il puisse aller acheter n'importe quoi à la ZUP, quoi. S'il a envie de fumer, qu'il attende 21 ans, et puis qu'il aille l'acheter à la pharmacie, au magasin, je sais pas où ils veulent l'acheter, mais je veux vraiment qu'on me foute la paix, c'est tout, c'est simple. Et il y a de quoi s'inquiéter, le porte-parole des Cannabis Social Club a été interpellé le 21 février dernier, mais pas de quoi remettre en cause la stratégie du mouvement, selon Farid Gewesh, le président de Cannabis sans frontières. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression que le pouvoir montre son vrai visage, répressif et intolérant. On essaie de promouvoir les Cannabis Social Club transparents, et donc là-dessus, Dominique a mis en avant sa zone de culture, et pour le coup, non seulement il s'est fait saisir ses plans, mais il s'est fait saisir également son ordinateur et son téléphone portable, à croire que c'est quasiment un terroriste. Donc non, ça ne fait que renforcer notre détermination, parce que on en a marre d'être stigmatisés, on en a marre de passer pour des citoyens de seconde zone, on est des adultes responsables qui voulons proposer un modèle de sortie de la prohibition. Et d'ici le 25 mars, plus de 425 clubs devraient se déclarer sur tout le territoire. Gaël Joly, le Move pour France Info. Alexandre Grondeau, ces structures comme le Cannabis Social Club, elles sont représentatives? Elles sont représentatives d'une réalité en France. À partir des années 90, on a assisté à l'explosion des magasins d'hydroponie. Il faut être complètement hypocrite pour nier l'existence et la réalité la finalité de ces magasins, tout ce qu'on appelle les gros shops. Donc d'une part, on autorise un certain nombre de choses, mais on dit non, en fait, on veut pas savoir ce qui se passe derrière. Après, l'autre réalité, c'est que c'est dont je parlais dans une tribune que j'avais appelée la génération H s'exprime, c'est qu'en fait, encore une fois, on a des gens qui sont totalement insérés dans la société et qui demandent, et qui sont nombreux, vous avez rappelé, 1 200 000 personnes qui fument plus de 10 joints par mois. Et qui, donc ces personnes-là se retrouvent, alors qu'elles sont tout à fait insérées en marge de la société. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là de justice à 2 vitesses, avec en gros des Français bien insérés qui auraient un permis de fumer et pas forcément les autres? Non, une justice à 2 vitesses. Il n'y a pas de justice à 2 vitesses. En fait, moi, ce que je trouve. Mais ça voudrait dire que si on est bien inséré, on a le droit de fumer, et pas forcément si on n'a pas de situation? Non, c'est pas ça. C'est en fait les Cannabis Social Club, c'est pas du tout ça le concept. C'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens qui veulent trouver de l'herbe ou du shit sont obligés de se retrouver dans des situations de danger. À aller dans des cités, dans des zones de non-droit ou dans des situations vraiment compliquées. Et ces gens-là, par ailleurs, ils n'ont pas du tout une vie qui les amène à faire ça. Donc c'est un vrai problème. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il faut surtout pas rentrer dans une logique de faire des martyrs. Et je pense que ce que demandent ces gens-là, par ailleurs, je ne suis pas du tout le porte-parole, moi je suis écrivain, je sors un roman, Génération H, voilà. Mais mon point de vue, c'est que, en fait, quand on connaît la désobéissance civile de Taureau, on voit très bien qu'en fait, les Cannabis Social Club sont dans cette démarche-là. Ils vont pas s'arrêter. Or, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir parler
en tant qu'adulte avec le gouvernement pour trouver une solution de sortie de crise, puisque la réalité c'est qu'elle est là. Il y a quand même des gens qui sont en difficulté. Donc moi ce que je pense c'est qu'en fait il faut ouvrir un dialogue, il faut arriver à discuter avec ces gens-là pour trouver des solutions raisonnables. En fait on est entre gens responsables. Ça veut dire qu'inversement il faut aussi faire beaucoup plus d'efforts de prévention, je pense notamment dans les collèges, dans les lycées. C'est évident. Enfin, la prohibition, là encore, je suis désolé, c'est peut-être l'universitaire qui parle. La prohibition, regardez ses résultats dans l'histoire. Ils sont extrêmement négatifs. Ils correspondent à l'explosion des mafias. Donc, de deux choses l'une. Soit on veut conforter les mafias et les trafics, soit on veut résoudre le problème. De toute manière, les Américains n'ont pas arrêté de boire l'alcool quand on a interdit l'alcool. Donc, et les Français, visiblement, fument de plus en plus et n'arrêtent pas de fumer malgré la répression et la prohibition. Donc, soit on considère ces citoyens comme des gens responsables et on discute avec eux, soit on considère les citoyens comme des moutons et des gens qu'on doit soumettre. C'est ça en fait l'histoire de la responsabilisation. Génération H, c'est un livre à paraître, Alexandre Gondreau, livre que votre éditeur conseille non sans malice de faire tourner. D'ailleurs, c'est aussi un site internet, génération-h.fr, avec pas mal d'extraits musicaux, dont certains qui parsèment votre ouvrage. Merci d'être venu en studio.